Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... A cold-blooded killer poses as a renter. Police say he had no intention of ever living in the home. He killed the homeowner, not for the money. They believe he did it for the thrill. It's been 15 years since Al Kite was tortured and brutally murdered, and tonight, Liz Gilardi shows us how new technology is bringing new hope to this case. Des histoires étranges de l'ère numérique. En 2004, au Colorado, Oki Al Kite, un homme sans histoire, manque à l'appel. Personne ne l'a vu depuis 24 heures et il ne se présente pas au travail. En se rendant chez lui, les enquêteurs découvrent la plus violente scène de crime de leur carrière. Al Kite a été assassiné et torturé pendant des heures. Le meurtre semble n'avoir aucun mobile et le tueur n'a laissé aucun indice, comme si le crime était parfait. Au centre de l'enquête, un mystérieux visiteur qui aurait soigneusement planifié chaque détail de cette exécution. Croyez-vous au crime parfait? Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on a une histoire assez hallucinante à vous proposer ce soir. Oui. J'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'on boit? Oh, pour nous accompagner, on boit une New England IPA, Émile, mais sans alcool ou à peine, là, 0,5% d'alcool. Ça existe, ça, Seb, une New England IPA sans alcool? C'est nouveau, en tout cas, je te dirais. Mais celle-là, c'est une des premières, je pense, que je vois. Elle est excellente. Elle est créée par la brasserie des Deux Frères de Terrebonne, en fait. C'est brassé au Québec. Et son nom, c'est la New England IPA, tout simplement. Elle a des houblons de Citerra, de mandarina, entre autres. Et il y a des abricots et des pêches qui sont utilisés pour la fabriquer. Puis on le sent, hein? On voit la texture, comment qu'elle est. Elle ressemble carrément à du jus. C'est comme un nectar, c'est ce que tu disais. Là. Donc, sincèrement, là, elle me surprend au niveau du goût. Parce qu'elle n'a pas d'alcool. Puis ce type d'IPA-là, je suis assez têteux, on dirait, sur le goût. Puis finalement, je l'ai adopté. Yes, je me sens même déjà un peu tipsy, on dirait. Oui. Cette bière-là est une gracieuseté de Marie-Lou, qui est une de nos bonnes amies qui possède le site Apéro à Zéro. Puis là, c'est pas une commandite, non. On la plug par amour de son beau projet, mais c'est un site web où vous pouvez aller visiter, où il y a plusieurs produits sans alcool qui sont disponibles. Vous pouvez vous commander même des boîtes surprises, des trucs de même. Ouais. Donc, shout-out à Marie-Lou qui nous a offert cette bière-là. Ça tombe définitivement dans nos cordes. Oh oui. Et aussi, on voulait donner un shout-out à nos 36 auditeurs des Émirats arabes. Wow. Quand même, lorsqu'on regarde nos statistiques, des fois, on tombe sur des trucs un petit peu plus inusités. Puis à 36, guys, faites-vous un party, faites-vous un party d'écoute de Distorsion, puis envoyez-nous une photo, quelque chose. Un petit get-together à l'air climatisé, ça serait parfait. Ouais, pourquoi pas. Si vous voulez vous abonner aussi à notre Patreon, hein, si vous voulez avoir nos épisodes en avance, hein, vous savez que notre Patreon est disponible, hein, patreon.com/distorsion. Là-dessus, vous avez les épisodes quand même plusieurs semaines en avance. Vous avez les after-shows, hein, c'est ce qui est Émile et moi. On continue la discussion après les épisodes. Là, c'est toujours une quinzaine, vingtaine de minutes sans montage. On jase avec une bière de plus. C'est vraiment cool. Et aussi plein d'autres contenus exclusifs pour vous. Absolument. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire d'aujourd'hui? Oui, madame! C'est parti. Toi, Seb, est-ce que tu crois au crime parfait? C'est une très bonne question. Puis tu me l'avais posée là, en amont là, pour que j'y réfléchisse. Puis on dirait que pour moi, le crime parfait, c'est simplement, c'est de ne pas se faire prendre, ça c'est une chose, mais aussi qu'on ne soit pas quelqu'un de soupçonné ou une personne d'intérêt. Je trouve que quand tu es à ce niveau-là, c'est encore plus le crime parfait que de ne pas te faire prendre. Parce que ça, il y a beaucoup de criminels qu'on sait qu'ils ont fait un crime, mais on sait que c'est eux. Donc, techniquement, le crime n'est pas parfait.
Mais c'est ça, c'est le fait de ne jamais être soupçonné, de faire un crime, ne jamais être soupçonné. Pour moi, c'est une forme de crime parfait. Mm-hmm. Toi, comment tu vois ça? Ben, tu sais, souvent, moi, j'ai tendance à croire que le crime parfait, surtout dans le cas d'un meurtre, c'est souvent un crime aléatoire, tu sais, un crime qui est pas planifié, souvent de la part de quelqu'un qui voulait simplement assouvir une passion meurtrière, parce qu'on l'a vu là, dans plusieurs cas à distorsion, hein, souvent c'est dans la planification du crime que les meurtriers font des erreurs, puis c'est souvent là qui se font retrouver. Par exemple, ben on aura la chance d'en reparler dans l'after show ou peut-être même à la fin de l'épisode, mais Xavier Dupont de Ligonnès, est-ce que c'est un crime parfait? Tout le monde sait que c'est lui, mais il n'a toujours pas été trouvé malgré le fait qu'il a laissé plein d'indices autour de lui. Mais justement, dans son cas, c'est en faisant des achats, par exemple, dans un magasin de jardinage, que évidemment, ça a pas joué de son côté. Donc, je suis pas sûr de dire que c'est un crime parfait. Non. Mais l'histoire de ce soir, vous allez voir, comment dire, ça frôle la perfection dans la planification et dans l'exécution, on dirait. C'est un crime méticuleusement planifié. Moi, c'est une histoire qui me passionne depuis vraiment longtemps. Oui. On était dans la saison d'avant, dans notre saison 6, puis moi, j'avais déjà hâte d'enregistrer l'épisode de ce soir parce que justement, c'est hallucinant. Il n'y a pas énormément de blogs ou de vidéos, même de documentaires de consacrés à cette histoire-là, à l'histoire de Oki Alkite. Et c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long faire des recherches pour essayer de retrouver un petit peu des bribes un petit peu partout sur le web, sur Reddit et tout ça. Puis, finalement, on est prêt à vous en parler. Mais vous allez voir, c'est une histoire qui est assez hallucinante. Puis, en intro aussi, Seb, je suis tombé sur un document du FBI qui datait de 2017 qui explique que dans les cas de meurtre survenus aux États-Unis, c'est seulement 9,7% des cas qui concernent des meurtriers qui ne connaissaient pas leurs victimes. Donc, la grande majorité des gens qui commettent des crimes connaissent les victimes. Donc, c'est soit des membres de la famille, ou soit que c'est des connaissances un petit peu plus éloignées. Mais les gens, en grande majorité, connaissaient leur meurtrier dans les cas de meurtre. C'est sûr qu'aux États-Unis, il y a énormément de mass murder, de tueries de masse qui font monter un peu la statistique parce qu'évidemment, ils ne connaissaient pas tous les gens qui ont tué. Mais les cas de victimes croisées dans la rue au hasard, là, c'est quand même assez rare. C'est vraiment rare. Faut que tu sois malchanceux. Ben oui. Puis, le cas de ce soir, en fait, contrairement au crime aléatoire dont je parle, ben celui-ci là, était vraiment planifié au quart de tour, là, puis peu d'erreurs ont été commises. Même qu'après 17 ans, le crime n'est toujours pas résolu, puis le suspect demeure toujours dans la liste des criminels les plus recherchés par le FBI. Donc, je pense qu'on est prêt à se lancer dans la chronologie des faits pour comprendre l'histoire totalement incompréhensible de la mort de Oki Alkite. Et j'y vais comme suit. Le matin du 24 mai 2004, une société de conseil en ingénierie de Denver, dans l'État du Colorado, une société nommée Carter Douglas, remarque l'absence d'un employé. L'employé en question, c'est un homme nommé Oki Alkite, surnommé Al, on va l'appeler Al pendant l'épisode. C'était un homme chaleureux et amical qui était normalement un employé très fiable et responsable. Il était rarement en retard et encore moins absent sans avertissement au préalable. Lorsque les minutes ont commencé à se transformer en heures, les collègues d'Al ont commencé à s'inquiéter. Ils ont décidé d'appeler le domicile de Al ainsi que son téléphone portable dans l'espoir qu'il décroche et explique son absence en ce lundi matin. Les multiples appels n'ont rien donné et le bureau a finalement décidé d'appeler le contact d'urgence d'Al qu'il avait listé dans ses documents d'emploi. Il s'agit de sa sœur Barbara qui vit à des milliers de kilomètres de là, en Virginie. Barbara répond à l'appel, mais insiste sur le fait qu'elle n'a pas eu de nouvelles d'Al ni de personne d'autre ce matin-là. Elle a donc commencé à essayer de contacter son jeune frère en essayant de joindre les mêmes numéros de téléphone que ceux que le bureau avait essayés auparavant, hélas sans succès. Alors, en désespoir de cause, Barbara se tourne vers la seule ressource dont elle dispose, la police. Elle savait que cette absence ne ressemblait pas du tout à celle d'Al, alors elle a contacté le service de police d'Aurora, en fait la ville qui est dans l'agglomération de Denver où réside Alkite,
pour rendre visite à son frère et effectuer une vérification là, de son bien-être. Vous savez qu'on peut faire ça, entre autres, un welfare check qu'on appelle. Okay. Tu peux appeler la police pour dire hey, « je veux juste m'assurer que cette personne-là est dans un bon état physique et mental. » Puis ils le prennent en considération. Oui. OK. La ville d'Aurora, c'est la 3e ville d'importance au Colorado avec ses 386 000 habitants. La ville a d'ailleurs fusionné avec la ville de Denver, qui est la ville la plus importante de l'État. Aurora est une banlieue assez tranquille qui ne vit pas souvent de gros drames. Cependant, on va se rappeler la tuerie qui était survenue dans un cinéma en 2012 lors de la projection du film The Dark Knight Rises, le film de Batman de Christopher Nolan. James Holmes avait causé une des plus grosses tueries de masse aux États-Unis à l'époque en faisant 12 victimes et 70 blessés. La tuerie avait interrompu la campagne présidentielle et Holmes a écopé de 3300 ans de prison pour ce crime-là. Les peines américaines, ça me font toujours sursauter parce qu'ils multiplient versus le nombre de victimes. Donc... C'est symbolique. Oui. C'est lors de cet incident malheureux que le grand public a eu vent de l'existence de cette ville, alors qu'auparavant, on la référait souvent comme Denver. Plus tard, dans l'après-midi, la police d'Aurora s'est rendue au domicile d'Al Kite. C'était une maison de ville résidentielle, ce qui ne semblait pas trop anormal. Ils ont frappé à la porte à plusieurs reprises, mais n'ont obtenu aucune réponse. Craignant qu'Al ne soit en danger, les officiers ont pris la décision d'entrer dans la maison de force et d'aller faire les vérifications de routine. À l'intérieur, ces policiers ont trouvé la maison plutôt normale. Les choses semblaient être là où elles devaient être, à quelques exceptions près, mais ils ont continué leur fouille de la maison dans les chambres de l'étage avant de décider de descendre au sous-sol où ils ont fait une découverte totalement inattendue. Avant toute chose, Émile, on va parler un petit peu plus de qui est Okie Albert Kite. Il est né le 7 mai 1951 dans le comté de Nash, en Caroline du Nord. Ses parents, Okie Albert Kite Sr. et Edith Davis Kite, ont eu un autre enfant, une fille nommée Barbara. En grandissant, Okie Jr. a commencé à utiliser le surnom de Al, qui est la diminution de Albert, pour se différencier de son père. Son paternel était un dresseur de chiens réputé dans la région. Il était même cofondateur d'une entreprise de dressage. Ça, Émile, petite parenthèse sur les seniors, les juniors. En fait, sur les juniors, je trouve ça toujours un peu drôle, ça, de donner son propre nom à son fils. On dirait que c'est quelque chose... On voit ça plus rarement dans notre culture à nous, mais t'as raison, parfois c'est une symbolique d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père notoire. Oui, exact. Mais dans ce cas-ci, en tout cas, bref, tout ça pour dire que je comprends Okie de vouloir plus qu'on l'appelle Al pour créer une différence. Aux études, Al fréquente l'Atlantic Christian College où il se spécialise en administration des affaires. En 1971, il commence à travailler pour Stone & Webster, qui est une grande entreprise de services d'ingénierie. Il finira par travailler pour cette société pendant plus de 31 ans, sous une forme ou une autre, dans une variété d'emplois qui l'amèneront à parcourir les États-Unis. En 1976, Al épouse son amie du secondaire, Gail Kay. Dans l'intervalle, elle avait eu une autre relation, mais le moment était venu pour eux de se retrouver. Elle a amené avec elle sa fille nommée Julie, qui deviendra la belle-fille de Al. Même lorsque Al et Gail divorça plus de 10 ans plus tard, Julie et lui sont restés très proches. Le travail d'Al l'amène à parcourir les États-Unis, comme on vous disait, mais même le monde entier. Il a travaillé comme comptable de projet pour des postes dans le Massachusetts, le Texas, New York, le Nevada, le Wyoming et le Tennessee, même en Afrique du Nord et en Algérie. Al et Gail divorcent en 1988. Ce n'est qu'en 1998 que la proposition de déménager au Colorado fait surface. Al a la possibilité d'y accepter un emploi, et comme il aime pratiquer toutes sortes d'activités de plein air, comme le golf, le vélo, la randonnée, le camping et le ski, il saute sur l'occasion. Al s'installe donc à Aurora, dans le Colorado, qui est une région située en banlieue de Denver. Al a acheté une propriété à Aurora, le long de South Helena Street, qui est près de l'autoroute. La maison elle-même est une maison de ville à 2 étages avec beaucoup d'espace à l'intérieur.
Al plaisantait souvent en disant que c'était plus de place qu'il en avait besoin, surtout en tant que célibataire d'âge moyen qui aime passer beaucoup de temps à l'extérieur. Au début des années 2000, il décide de transformer le sous-sol aménagé en un appartement indépendant. Cela lui permettrait d'aider à payer l'hypothèque tout en remplissant un espace qu'il n'utilisait pas. Cela s'est avéré très utile en 2002 lorsque Stone & Webster, l'entreprise pour laquelle il travaille à l'époque, a décidé de réduire ses effectifs. Al a été licencié, mais a quand même pu se retrouver un emploi peu de temps après lorsqu'il a commencé à travailler pour Carter Douglas, qui est une société de conseil. Ce n'est qu'en 2004 que les choses ont commencé à changer dans la vie de Al. Tout d'abord, il commence à fréquenter une femme nommée Linda Angelopoulos. Les deux semblent s'entendre à merveille et ils commencent à envisager de faire de leur relation une affaire plus sérieuse. Linda va jouer un grand rôle dans les événements dont on va parler aujourd'hui. Puis, au début de l'année 2004, le locataire qui louait l'appartement d'Al au sous-sol depuis quelques années a annoncé qu'il prévoyait déménager dans quelques mois. Il ne renouvellera donc pas son bail. Ce locataire a déménagé en mai 2004 et Al a commencé à faire des plans pour trouver un autre locataire. Il a passé une annonce dans les journaux locaux peu de temps après et a reçu quelques personnes intéressées. Mais une qui semblait plus intéressée que les autres, un certain Robert Cooper. Et vous allez voir, on va en parler beaucoup de ce Robert Cooper. Donc, Al, en fait, est vraiment un professionnel du monde de l'ingénierie, peu d'histoire, il mène une vie tout à fait normale en banlieue de Denver, il cherche pas le trouble, il n'y a rien dans nos recherches qui nous a montré que c'était quelqu'un qui pouvait être, je sais pas moi, lié à une quelconque forme d'organisation criminelle ou autre. Pas de problème de jeu, de dette. Non, puis les entreprises pour lesquelles il travaille sont des grosses entreprises sérieuses quand même, donc ils sont pas liés eux non plus à je sais pas, des cas de corruption. J'ai pas vu d'histoire à ce sujet-là. Donc, ça semble être quand même un homme sans histoire qui mène une vie très calme. Il adore le plein air, tout ça, mais qui n'a pas l'air à se mêler de choses qu'il ne regarde pas. Revenons là, au 24 mai 2004, le jour où Al ne s'est pas présenté au travail. Les policiers sont entrés dans la maison et n'ont toujours rien remarqué. Ils décident de se rendre au sous-sol, dans l'appartement qu'ils louent à un locataire, et là, personne ne pouvait les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. Et là, écoutez bien ça. Au sous-sol, les agents ont trouvé le corps d'Al Kite étendu sur le ventre au milieu d'une scène de crime qui semblait d'emblée incroyablement macabre. Il y avait des éclaboussures de sang le long du mur et sur le sol autour de son corps, indiquant que sa mort n'avait pas été paisible du tout. Vraiment une scène de film d'horreur. L'inspecteur Thomas Sobieski de la police d'Aurora a répondu à l'appel et est devenu l'un des principaux enquêteurs sur l'affaire. Il décrira plus tard la scène de crime comme étant la pire qu'il ait jamais vue de sa vie. Les enquêteurs et les analystes ont noté une blessure à l'arrière de la tête d'Al, ce qui indique qu'il a été frappé par derrière. Selon leur théorie, cela s'est probablement produit lorsqu'il descendait les marches du sous-sol. Car la scène ne semblait pas décrire un affrontement, une bagarre, ni même encore une tentative de fuite. Au premier étage, tout était normal. Les objets toujours en place, donc tout laisse croire qu'Al a été maîtrisé assez rapidement avant d'être assassiné. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'objets brisés à l'étage qui démontrent qu'il y aurait pu avoir une dispute, une altercation qui a éclaté au premier, puis que le reste se soit produit au sous-sol. Donc, ça laisse croire que vu sa blessure en arrière de la tête, et vous allez voir, il y a d'autres blessures assez importantes sur le corps de Al, mais la blessure à la tête est sans doute ce qui l'a fait chuter, puis ce qui a fait enchaîner la suite des choses. Là. Le plus troublant, cependant, a été de réaliser que ce pauvre homme n'était pas mort sans douleur et que son agonie a sans doute été très longue. La police a rapidement découvert qu'Al avait été attaché avec une corde, non seulement aux mains, derrière le dos, mais aussi aux pieds, qui étaient liés aux ligatures des poignets. Donc, en fait, là, il a été ligoté là, de tous ses membres. Et à partir de là, la personne qui a attaqué Al Kite a commencé à le torturer impitoyablement pendant des heures, au moins en utilisant plusieurs instruments tranchants.
Les marques sur ses bras et ses jambes indiquent qu'Al a été ligoté d'une manière considérée très spécifique là, et rappelant un genre de rituel. Ouais. Il a ensuite été torturé pendant des heures en se faisant là, couper les pieds puis fouetter à plusieurs reprises dans une forme de torture connue sous le nom de falaka. Et je vais en reparler tout à l'heure. Des couteaux provenant de sa propre cuisine avaient été insérés dans ses oreilles et dans la zone située là, juste au-dessus de ses yeux. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'Al est finalement mort après avoir reçu environ 22 coups de couteau sur la partie supérieure de son corps et qu'il a été presque décapité. Incroyable. Donc, il était méconnaissable. Donc, c'est une scène de crime qui est affreuse, là, qui dénote une violence vraiment incroyable. Ouais, là, justement digne d'une chambre de torture d'un film d'horreur ou digne d'une torture faite par des terroristes ou encore, je sais pas, là, la mafia ou d'autres organisations criminelles exact. Du genre. Donc, c'est pas une mince chose, puis ça doit marquer longtemps, en fait, là, les policiers qui tombent là-dessus. Ah, tu dis? Mais oui, parce que ça a l'air, on dirait, d'une forme de vengeance ou du moins qu'il veut le punir là, quand tu fais ce genre de choses-là. C'est soit pour faire avouer, souvent, mais ou même de punir. Là, je comprends pas, en fait, dans ce cas-ci. Donc, le pauvre homme a vraiment souffert pendant des heures avant sa mort. Ça doit, là. Et je reviens sur la technique dont on parlait, le falaka, donc qui est une technique de torture, une technique de châtiment corporel qui est originaire du Moyen-Orient, où les pieds d'un prisonnier sont attachés à un bâton et sont soulevés alors que le corps reste au sol. Peut-être que vous avez déjà vu ça, je sais pas, là, dans des films ou autres, là. Mais les pieds sont par la suite frappés avec un bâton ou encore fouettés avec une lanière de cuir. Puis le but de tout ça, tu vas me dire, ben là, les pieds, c'est pas là où ça fait le plus mal, mais c'est que en fait, il y a des circuits nerveux qui sont présents sous les pieds, puis qui peuvent causer des dommages permanents au système nerveux central. Ah, je savais pas ça. Ouais, moi non plus. Donc, c'est vraiment dans ce but-là. Là, il frappe les pieds tellement qu'à un certain moment donné, il y a des dommages causés vraiment à tout le système nerveux. On le sait, hein, on se fait chatouiller sous les pieds, puis on a tout de suite une réaction. Fait qu'imagine se faire fouetter longtemps là, comme ça. Il n'est pas rare aussi que des gens en meurent parce que ça peut causer des arrêts cardiaques, justement, là, cette technique de torture-là. C'est assez surprenant de voir une telle technique utilisée sur Al, car bien souvent, ben, comme tu disais, on l'utilise pour faire avouer des choses à un prisonnier. C'est vraiment une technique qui est utilisée pour faire parler des gens. Donc ici, là, on se demande bien ce que le meurtrier voulait vraiment faire avouer à Al. Ouais. Donc, est-ce qu'il aurait utilisé le falaka simplement pour le plaisir? Ben, tu sais, si oui, on a affaire à tout un psychopathe, là, ici, là. Il semble que Al soit mort quelques heures seulement après avoir parlé à sa petite amie Linda dans la soirée du 22 mai 2004. Car le 22 mai au matin, Al est allé porter Linda à l'aéroport alors qu'elle devait se rendre en Virginie pour une semaine en voyage. Pendant son absence, Al a dit à Linda qu'il avait prévu effectuer quelques réparations dans l'appartement et d'aider Robert Cooper, son nouveau locataire, à déménager quelques objets lourds dans son appartement. Elle avait prévu de l'appeler une fois arrivée à destination. Lorsqu'elle l'a appelé, Linda, en fait, elle a appelé Kate une première fois lors d'une escale pendant son voyage et puis une seconde fois à 15h30, une fois arrivée à destination. Elle a décrit que Al était inhabituellement calme pendant ces appels-là. Il était moins joyeux qu'à l'habitude. Donc, apparemment, que d'habitude, il a tendance à être un peu plus verbomoteur, à parler beaucoup de ce qu'il vit et tout ça. Et ici, il s'en tenait vraiment au minimum. Et plus tard, après les faits, Linda, elle a pensé que son comportement était probablement lié à la présence du nouveau locataire. Donc, peut-être que, en fait, il était avec lui en sa présence parce qu'il venait de dire, entre autres, qu'il avait réparé un tuyau dans le sous-sol, puis qu'il semblait passer un samedi productif, selon lui. Donc, c'est possible aussi que peut-être Linda ait parlé à Al, même peut-être pendant qu'il se faisait torturer, je ne sais pas. Là, puis c'est ce qui peut-être expliquerait, du moins pendant le début de sa torture, oui, c'est ça, ce qui pourrait expliquer le ton un peu plus inhabituel de sa voix, puis son... comment dire, qu'il ait l'air un petit peu plus occupé et moins ouvert à lui parler. Oui, c'est risqué quand même, je pense. On ne sait pas si c'est ça qui s'est passé, mais il y avait il y avait une zone de risque pour
son assaillant, dans le fond, parce qu'il aurait pu facilement crier à l'aide ou quoi que ce soit. On dirait qu'à cause de ça, je suis pas sûr que c'est arrivé pendant ce moment-là. Mais en même temps, s'il y a quelqu'un qui te tient un couteau au-dessus de l'œil puis que il t'a déjà frappé, peut-être que tu vas t'en tenir à ce qu'il te dit aussi. Là. Ouais. Ou peut-être, non, c'est ça. Peut-être que Al lui a dit « Ah, ben c'est ma conjointe. Si je réponds pas, elle va trouver ça louche. » Exact. Mais bref, tout ça n'est qu'une hypothèse. Ils se sont rapidement souhaités un bon week-end et se sont dit au revoir, mais sans plus. Et ce coup de téléphone-là, c'est la dernière fois que quelqu'un a parlé à Oki Al-Kite. Comme tu l'as dit un peu plus tôt, Émile, il ne semble pas avoir de traces d'infraction dans la maison ni de signes d'affrontement, ce qui indique que Al a bel et bien permis à l'agresseur d'entrer dans la maison et de descendre au sous-sol. Oui. Tout porte à croire qu'il connaissait son agresseur. Et comme son nouveau locataire du sous-sol est introuvable, les soupçons se portent alors directement vers lui. Les enquêteurs pensent qu'il a frappé au moment où Al descendait au sous-sol, le rendant tout de suite facilement maîtrisable et vulnérable à se faire ligoter et torturer. Les déclarations publiques de l'inspecteur Sobieski et des proches d'Al semblent indiquer que plus tôt dans la semaine, lorsqu'il parlait à son mystérieux nouveau locataire, il avait fait mention d'un fauteuil inclinable dans le salon que Al voulait déplacer au sous-sol. Les deux hommes avaient parlé du fait qu'ils ne pouvaient pas passer par la cage d'escalier et l'on a supposé que Al, un homme de bonne foi, aurait aidé son nouveau locataire à déplacer le fauteuil au sous-sol pour son confort. La nature aidante de Al aurait joué alors contre lui. Oui, c'est peu dire. D'autres indices sont vraiment troublants. Grâce à certaines preuves que le détective Sobieski et d'autres enquêteurs ont pu trouver, il semble qu'après la torture et le meurtre de Al, le tueur aurait ensuite mangé des aliments provenant de la cuisine, pris une douche dans la salle de bain principale, dormi dans son lit et même porté ses vêtements dans les 2 jours suivants. Sentait à l'aise, oui. Oui, il va avoir du culot. Là. Étrangement, le meurtrier ne semblait pas pressé de quitter les lieux. Ce dernier était en totale maîtrise de son acte, et alors que la plupart d'entre nous auraient fui tout de suite la scène, on s'entend, il a plutôt continué de passer tout bonnement encore 2 jours sur les lieux du meurtre, avec Al, là, qui était ligoté au sous-sol, imaginez. Et ça, il faut être psychopathe quand même à un niveau assez élevé là, pour demeurer dans la maison avec quelqu'un qu'on vient juste d'assassiner au sous-sol. Ça montre que ça en dit beaucoup sur sa personnalité, je trouve, à ce mystérieux locataire-là. Il semblait vraiment aimer le risque, aimer le rush d'adrénaline que lui amène ce risque-là là, de peut-être se faire prendre alors qu'il reste 2 jours. Pendant 2 jours, mais n'importe qui peut venir cogner à la porte, n'importe qui peut venir vérifier tout ça. C'est hautement audacieux. Ah, vraiment? Puis il savait que sa blonde était à l'extérieur, on dirait aussi. Oui, c'est sûr. C'est ça qui m'a... tu sais, dans tout son plan, là, tout était vraiment calculé. Puis comme tu dis, il n'était pas à l'abri non plus qu'un proche vienne, débarque. C'est moins courant là, maintenant que les gens débarquent, on dirait, sans avertir, mais quand même. Puis en plus, je me demande si... est-ce qu'il y avait peut-être une envie, le locataire, de vivre un peu comme sa victime? Je ne sais pas si ça dénote un trait de personnalité de
de quelqu'un qui a envie un peu de s'immiscer, de s'immerger dans le monde de sa victime, de vivre comme lui, de dormir dans son lit, de porter ses vêtements, tout ça, parce que je vois aucun motif de faire tout ça à part que tu risques encore plus de laisser de l'ADN puis des traces sur le lieu du crime. Ah, exactement. Tu pollues la scène. La déclaration d'un voisin indique que ce mystérieux tueur est parti tôt le dimanche matin, mais pas avant d'avoir nettoyé à fond la maison. La maison avait apparemment été nettoyée pour effacer les empreintes digitales et de l'eau de javel avait été versée dans la canalisation de la douche pour détruire toute preuve médico-légale du tueur. En outre, le tueur avait trempé plusieurs couteaux dans l'eau de javel après coup. Mais dis-moi, l'eau de javel dans la canalisation, là, c'est pourquoi? Pour enlever les cheveux ou vraiment, là, s'il a rincé avec le sang? Ben, sans doute. Oui, c'est ça. Hein, c'est vraiment pour tout cleaner, mais jusqu'à quel point? Ouais, j'imagine que ça doit être efficace. On dirait que j'avais jamais pensé à cette tactique-là de nettoyer les tuyaux. Puis je me demande même si dans un cas de distorsion, on a déjà parlé de ça. On dirait de quelqu'un, qui tente d'effacer ses traces, mais de mettre de l'eau dans une canalisation. Pas de l'eau, mais de l'eau de javel plutôt. Mais ça doit prendre beaucoup d'eau de javel, par exemple, pour tout ce qu'il a fait, étant donné qu'il a vécu pendant 2 jours dans la maison. Là. Puis il n'a pas dû sortir de la maison du tout, en fait. Lui, il a pris une douche, sans doute. Là, il a porté des vêtements, il a laissé potentiellement des poils, un peu de l'effritement de peau, des choses comme ça. Là. Donc, il laisse plein de traces. Donc, non, encore une fois, c'est dur à comprendre. Lorsque la police est arrivée sur les lieux et a découvert le corps d'Al au sous-sol, elle a remarqué plusieurs objets dans l'évier. La canalisation avait été bouchée et il y avait dans l'évier une 12aine de couteaux ainsi qu'un certain nombre d'articles ménagers, dont un verre à boire, un stylo, une brosse à vaisselle et les clés de la voiture de Al. L'évier avait été ensuite rempli d'eau de javel. Les clés de l'appartement du sous-sol avaient été laissées bien en évidence sur le comptoir de la cuisine, comme on ferait lorsqu'on remet les clés d'un logement à un propriétaire. Oui. Il semble que le meurtrier veuille décidément narguer les enquêteurs. Ah oui, c'est ce qu'on sent depuis le début. Là. Immédiatement, les enquêteurs ont commencé à chercher un mobile pour ce crime. À l'origine, il semblait s'agir d'un crime passionnel, uniquement parce que Al avait été physiquement torturé avant sa mort, puis sans doute psychologiquement aussi, là. Parce qu'on ne le sait pas, on n'a pas de preuve de ce qui s'est dit, mais ça ne devait pas être beau non plus. Mais personne dans la vie de Al n'avait de raison de se battre avec lui, ou encore moins de le torturer pendant des heures et de l'assassiner. L'hypothèse d'un meurtre en lien avec le crime organisé est aussi soulevée, notamment en raison des heures de torture qu'a subi Al. On pourrait croire qu'il aurait été torturé dans le but d'avouer quelque chose, ou parce qu'il devait de l'argent à une organisation criminelle. Mais ceci dit, Al n'avait aucun lien avec ces organisations et ne semblait pas avoir de dettes importantes, encore moins auprès de créanciers louches et dangereux. Donc, l'hypothèse sera écartée. Serait-ce possible qu'il s'agisse d'une erreur sur la personne, donc que ce soit quelqu'un d'autre qui devait être tué? Là. On va y revenir un peu plus tard. Ils ont alors commencé à élaborer une théorie selon laquelle il s'agissait d'un cambriolage méthodiquement planifié. Car la police a rapidement appris que plusieurs objets appartenant à Al semblaient avoir disparu de son domicile, à savoir son véhicule, un pick-up GMC, et son téléphone portable. La police a commencé à orchestrer une recherche de ces objets en espérant qu'elle serait capable de trouver la piste du tueur assez rapidement. Plus tard dans la journée du lundi 24 mai, la camionnette GMC bleue et grise d'Al a été retrouvée. Le véhicule avait été garé à un peu plus d'un pâté de maison du domicile de Al le long de la rue. Donc, pas du tout caché, pas caché dans la forêt, lancé dans un lac, carrément très près du lieu du crime. Alors que les enquêteurs fouillent le véhicule, dans l'espoir de trouver des preuves médico-légales nous liant à l'identité du tueur, ils ont également entrepris une fouille approfondie du domicile d'Al. Ils ont pu trouver des traces d'ADN, imagine-toi, Seb, vraisemblablement laissées par le tueur et qui seront soumises à une base de données médico-légale peu après. Cependant, en fouillant la poubelle de la cuisine de Al, les enquêteurs ont trouvé une demande de location pour son logement. Cette demande, qui semblait avoir été écrite à la main par le mystérieux locataire qui emménageait dans le sous-sol, contenait le nom de cet étranger.
son adresse postale, son numéro de sécurité sociale et même son numéro de téléphone. Donc, tout ça trouvé dans la poubelle de la cuisine de Al. Et le nom sur la demande de location était Robert Cooper, tel que, comme on le pensait au départ. Donc, mais là, est-ce que tout ça est bel et bien vrai ou est-ce qu'encore c'est des preuves qui sont laissées là pour narguer les enquêteurs? Certains témoins, dont la copine d'Al, Linda, et des voisins, ont bel et bien aperçu le mystérieux locataire pendant son séjour dans la région. Cet homme qui s'est présenté comme Robert Cooper voulait emménager presque immédiatement. Il était prêt à verser à Al un dépôt de garantie ainsi que le premier mois de loyer pour que cela se fasse rapidement. Il était vraiment déterminé. Oui. Al a parlé à sa petite amie Linda de ce locataire potentiel. Il a déclaré que cet homme venait de déménager de la côte Est, qu'il avait pris un emploi chez Wells Fargo à un titre inconnu et qu'il logeait temporairement chez sa sœur. C'est pourquoi il avait maintenant besoin d'un endroit à lui. La petite amie d'Al n'a jamais vu le visage de ce locataire potentiel. Elle a déclaré plus tard que la seule fois où ils se sont trouvés à proximité l'un de l'autre, elle a dû s'éclipser pour aller aux toilettes. Et pendant la minute ou deux où elle y était, ce mystérieux homme, Robert Cooper, a trouvé une excuse pour partir. Et selon ses mots, il ne voulait pas du tout que je le voie. Bien que Linda n'ait pas pu voir le visage de ce locataire, elle a pu décrire le type de vêtements qu'il portait. Elle a dit qu'il était très bien habillé, portant un beau pantalon et un veston. Cet homme mystérieux a été décrit comme étant âgé d'une quarantaine d'années, ayant les cheveux foncés et ondulés, mesurant environ 1,80 m et pesant autour de 80 kg. De plus, il marchait en boitant. D'ailleurs, il portait une canne pour se stabiliser. Par contre, Linda a obtenu la plupart de ces informations en un bref coup d'œil sur l'homme. Alors qu'elle sortait de la salle de bain et regardait son profil par la fenêtre, elle ne l'a vu qu'un seul instant. C'est d'ailleurs beaucoup de détails pour quelqu'un qui l'a vu aussi vite, mais c'est des détails qui sont assez marquants. Comment quelqu'un est habillé, son style vestimentaire. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un d'aussi bien habillé venir, visiter le sous-sol de Al, qui est un peu plus modeste. Et la canne, évidemment, est dure à manquer. Oui, exact. Mais, tu sais, notre cerveau, là, la première impression, là, elle enregistre toutes ces informations-là d'un coup d'œil. On classifie tout ça. Je ne suis pas surpris qu'elle ait retenu ça en une minute, enfin, ou quelques secondes. On a cette faculté-là de survie, là, de détecter tous ces éléments-là rapidement. Oui, mais moi, j'ai tendance à penser que sans doute que Robert Cooper ou le locataire, il le sait ça. Donc, il le sait que notre cerveau, rapidement, va être attiré par « OK, les beaux vêtements, la canne ». C'est des choses qu'on va remarquer plus rapidement que d'autres, plus rapidement que la couleur des yeux. T'as raison. Donc, moi, je pense que c'était encore planifié. Mais je te laisse poursuivre. Parce que c'est vrai que s'il avait été plus habillé normal, entre guillemets, plus régulier, elle aurait peut-être moins porté attention. Bref. En plus de l'observation unique de Linda, il y avait un groupe de témoins non liés qui se souviennent avoir vu ou même rencontré l'homme nommé Robert Cooper. Une professeure locale de l'Université du Colorado possédait une propriété qu'elle louait. Un homme correspondant exactement à la description physique de Robert l'a rencontré pour discuter de la propriété. Cependant, cet homme ne boitait pas et ne portait pas de canne. Et en fait, il a lui-même parlé avec un accent roumain, ce qui est assez spécifique. Ouais. Cet homme a apparemment approché plusieurs locataires potentiels dans les jours et les semaines qui ont précédé sa réponse à l'annonce de Al. Au moins 3 de ces locataires se souviennent d'avoir rencontré cet homme mystérieux. Et chose curieuse, tous se souviennent qu'il avait des caractéristiques différentes. Il avait des accents et des manières différentes. C'était comme s'il mettait en scène différentes personnalités et jouait un nouveau personnage pour chaque témoin potentiel. Ouais, hein? Ça aussi, c'est brillant dans... Keyser Söze. Oui. Dans Usual Suspect. Oh mon Dieu, je me rappelais pas de ce nom-là. Je me rappelle du film, mais ça fait longtemps. Il portait une canne, il boitait. Ah, OK, il faudrait que je le revoie. Ça doit faire au moins 20 ans. Ouais. Bref. L'un de ses locataires potentiels a décrit cet homme comme étant âgé d'une 30aine d'années, tandis qu'un autre l'a décrit comme étant âgé d'une 50aine d'années. Puis Al, lui, quand il l'avait vu, c'était autour de 40 ans. On voit les nuances là, dans ces personnages. Juste pour vous donner une idée de l'éventail de ces personnages. Dans un cas, il avait une canne et boitait, alors que dans l'autre, il marchait parfaitement bien sans aucune aide. Dans certains cas, il avait un accent, mais dans d'autres,
Il parlait très peu et disait peu de choses, d'une voix avec un accent américain. C'est fou ça quand même, hein? C'est un caméléon. Oui, il y a des bons skills. C'est quelqu'un d'intelligent, en tout cas, on ne peut pas lui reprocher ça. L'une des locataires, une femme âgée, se rappelle avoir été effrayée par la façon dont cet homme étrange se déplaçait dans sa maison. Elle a dit qu'il semblait examiner les fenêtres très attentivement, mais qu'il parlait très peu. Au bout d'un moment, elle s'est souvenue avoir ressenti une sensation étrange de la part de l'homme, et sa seule présence a commencé à la mettre mal à l'aise. Mais ça aussi, hein, on le sent comme individu, on a souvent cet instinct-là. On va le filer quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est dur à décrire, mais je comprends. Il y a des gens qui ont une meilleure intuition aussi pour détecter les gens moins nets. L'aura des gens. Oui, exact. C'est à peu près à ce moment-là que Robert Cooper a répondu à l'annonce de Hal en mai 2004. L'un des voisins se souvient avoir vu cet homme quitter la maison de Hal le 19 mai et la police a donc déterminé que c'était la première fois qu'il entrait en contact avec lui. Le lendemain ou le surlendemain, au moins 2 voisins de Hal se souviennent avoir eu des rencontres étranges avec l'homme. Un voisin a essayé d'approcher ce Robert Cooper, mais a été complètement ignoré. Dans un autre cas, une voisine a dit qu'elle avait rencontré cet homme sur un sentier de randonnée proche, mais elle se souvient qu'il semblait la regarder d'un air fixe, mais sans lui parler. Elle a également déclaré que lorsqu'elle a rencontré l'homme, il marchait lui aussi, cette fois-ci sans boiter. Un jour ou 2 après avoir rencontré Hal, les 2 hommes ont conclu un accord. En plus d'un dépôt de garantie, Cooper fournirait la moitié du premier mois de loyer et emménagerait rapidement. Plus on effectue de recherches sur cet étrange individu, plus il y a de questions qui apparaissent. Tout d'abord, l'adresse laissée sur le document, qui était censée appartenir à la sœur de ce Robert Cooper en guise de résidence temporaire, était en fait un immeuble du campus de la faculté de médecine de l'Université du Colorado. Le numéro de sécurité sociale qui était fourni, une fois vérifié, s'est avéré appartenir à une femme sans aucun lien avec l'affaire. Robert Cooper semble avoir méticuleusement planifié ses actions. Les enquêteurs comprennent alors tranquillement à qui ils ont affaire et ce ne sera pas une mince tâche de retrouver cet homme. Oh non. Et puis, il y a le fameux numéro de téléphone qui était sur la demande de location, la preuve très importante, qui était un numéro actif. Cependant, le téléphone n'était lié à aucune ligne, donc il s'agissait d'un téléphone prépayé que l'on trouve dans les magasins de proximité et autres, là, comme les dépanneurs. Oui. Et là, écoute bien ça, Seb, lorsque la police a organisé le repérage de ce téléphone, parce qu'il était encore actif, ils se sont dit « Ah, enfin, on a trouvé une erreur ». Puis il y a aussi les 2 téléphones portables d'Al Kite qui avaient été volés. Elle a eu la surprise de constater que les 2 téléphones se déplaçaient dans la région de Denver lorsqu'on tente de les géolocaliser. Une recherche des téléphones a permis de les trouver tous les 2, mais aucun n'était entre les mains de ce tueur inconnu. Écoute bien ça. La police a rapidement appris que les 2 téléphones avaient été abandonnés dans le quartier de Five Points à Denver, dans le Colorado. Puis plus spécifiquement, ils avaient été abandonnés dans une zone où les sans-abri traînaient souvent. Donc, le tueur savait vraisemblablement que les téléphones seraient ramassés tout de suite puis utilisés par les personnes sans-abri, étant donné que, justement, il y a peut-être moyen de les utiliser, de les revendre et autres. Donc, ça les rendait actifs. Mais ça a envoyé les policiers vraiment sur une mauvaise piste. Donc, il s'agissait encore une fois d'une tactique extrêmement efficace pour faire perdre du temps aux enquêteurs puis brouiller les pistes. Ça, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Il a pris le temps d'aller, au lieu de les jeter justement dans un lac ou dans les égouts, il les a gardés actifs, il est allé les porter dans un quartier où il y a plusieurs sans-abri. Donc, un effort de mis encore plus pour gagner un peu de temps. Donc, toutes les minutes sont importantes. Malgré le fait que, paradoxalement, il est resté 2 jours chez Al Kite. Donc, c'est incompréhensible. Non, exact. Mais tu vois qu'il connaît ça. Là. Pour penser à tous ces détails-là, c'est quelqu'un qui est habilité. Là. Une enquête plus approfondie sur le téléphone jetable utilisé par Robert Cooper a permis de déterminer qu'il avait été acheté dans un dépanneur à proximité de l'école de médecine de l'Université de Colorado. Donc, encore une fois, une 2e connexion à ce campus universitaire-là. Les détectives ont également découvert que ce téléphone avait été utilisé pour plusieurs demandes de location et que le suspect avait passé des dizaines d'appels sortants à des locataires potentiels.
Autre détail important qui démontre la connaissance de Cooper envers les techniques d'enquête, il a pris soin d'attendre au moins 1 mois avant d'utiliser le téléphone prépayé qu'il a acheté, sachant que les boutiques attendent généralement 1 mois avant d'effacer leur bande vidéo de caméras de surveillance. Donc, encore une fois, une tactique là, soigneusement planifiée. Il sait comment ça fonctionne, les preuves numériques aussi, et il a attendu 1 mois. Ainsi, aucune image montrant Cooper en train d'acheter le téléphone n'est disponible. Ça aurait pu être ça, encore une fois, son erreur. Exact. Le lien entre ce crime et la faculté de médecine de l'Université du Colorado, ça fait quelques fois qu'on en parle, allait devenir l'une des rares pistes sur lesquelles les enquêteurs allaient pouvoir travailler. En plus de l'adresse postale figurant sur la demande de location de Cooper, qui correspond à un bâtiment de l'école, il y avait maintenant un téléphone jetable acheté juste à côté du campus. En plus, comme la police l'a appris plus tard, certaines des propriétés à louer pour lesquelles ce mystérieux Robert Cooper a postulé ont été annoncées sur des prospectus dans la bibliothèque de l'Université du Colorado. Elles n'avaient été affichées nulle part ailleurs, ni sur Internet, ni dans les journaux. Et là, c'est spécial tout ça, là. Sur Reddit, entre autres, quelqu'un commentait tout récemment, parce que l'histoire, même si ça date de 2004, est toujours très active sur les web sleuths et autres, et sur Reddit. Et puis cette personne-là disait que la fameuse bibliothèque de l'Université du Colorado, là, qui est de la faculté de médecine, c'est pas un endroit où tu peux passer à tout hasard. C'est pas un endroit où le grand public va. C'est vraiment des professeurs et des étudiants qui y vont. Donc, c'est spécial, ce lien, là, cette super niche, là, tu sais. Oui, mais en même temps, il ne laisse pas de traces numériques en mettant une annonce sur un site ou tout ça. Là, je trouvais que ça aussi, c'était brillant. Là. Ah, tout à fait. Encore une fois, il est fort probable que tout cela ne soit encore qu'un nuage de fumée destiné à brouiller les pistes. T'as bien raison. Une vérification rapide du registre financier de Hall a montré que ses cartes de crédit avaient été utilisées en grande partie après l'heure supposée de sa mort. Mais que sa carte de retrait, sa carte de guichet dans le fond, avait été également utilisée la nuit de son meurtre, le samedi 22 mai. Lorsqu'ils ont découvert la camionnette GMC de Hall, garée à environ un pâté de maison de son domicile, ils ont trouvé des reçus de guichet automatique sur le siège avant. Ah tiens, coïncidence. Les enquêteurs ont pu retrouver le distributeur sur lequel la carte avait été utilisée dans un Wells Fargo voisin. Ce distributeur était équipé d'une caméra intégrée. Enfin, une opportunité de voir, de découvrir le visage du tueur. Sur les images, on voit l'homme au volant du pick-up GMC de Hall lorsqu'il a effectué le retrait au distributeur. Seule une petite partie de son visage est visible, notamment ses yeux, son long nez et une petite partie du haut de ses joues, car il a pris soin de porter un masque de ski, ne permettant pas de l'identifier clairement. Ça, on va vous en reparler un petit peu plus tard. En plus, le tueur portait également des gants lorsqu'il s'est rendu au guichet automatique, de sorte que la police n'a pas pu trouver d'empreinte digitale sur le distributeur ou dans le camion lui-même. L'une des raisons pour lesquelles la police n'a pas considéré cette affaire comme un vol est que lors de son passage au guichet automatique, le tueur a retiré seulement 1 000 $. Cependant, Hall avait bien plus de 1 000 $ dans son compte en banque, et le tueur y a eu accès tout le long de ce week-end. Il est intéressant aussi de noter que Cooper avait déjà laissé une avance à Hall pour son premier mois de loyer. Ça fait en sorte qu'avec ce retrait, il se faisait un maigre profit de 250 $. Donc, on voit que ce n'est pas un motif financier, là. L'hypothèse du cambriolage ne tient plus vraiment la route. La police, après avoir parlé aux proches de Hall, a déterminé qu'il aurait donné à n'importe quel voleur les informations dont il avait besoin, incluant celles de son compte bancaire, afin d'éviter la torture excessive et gratuite qu'il a subie. Tous s'entendent pour dire que Hall n'aurait jamais tenté de jouer au héros. On pense qu'après avoir visité le guichet automatique, le tueur a conduit le véhicule de Hall jusqu'à la rue où il a été retrouvé plus tard, laissant le reçu du distributeur sur le siège à côté de lui. Il a ensuite rapporté les clés au domicile, où elles ont été trempées dans l'eau de javel avec un assortiment de couteaux et d'autres articles ménagers. Les clés auraient été par la suite laissées sur le comptoir de cuisine. Tous ces indices n'ont qu'un seul but, encore une fois, narguer les policiers. Ben oui. Ah non, rien n'est laissé au hasard. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui donne l'impression qu'il y a une piste, en fait, c'est une perte de temps. Ben oui, tu sais, le relevé du guichet automatique, il savait très bien qu'il était cagoulé, là.
C'est pour ça qu'il l'a laissé là. Il n'y a pas d'hasard. Il y avait des gants en plus. Il avait déjà prévu. Il n'y avait même pas besoin d'aller retirer de l'argent. Ben non. Quelqu'un qui planifie un meurtre à ce degré-là de méticulosité n'a pas besoin de 250$ 2 jours après le meurtre. Non, t'as raison. C'est vraiment pour les narguilles. Ah oui. Après le meurtre d'Al Kite, la police a dressé une liste de caractéristiques qui auraient pu être celles de son assassin. Le tueur pourrait être originaire de la côte Est, en particulier de la région du New Jersey ou de ses environs. Il pourrait avoir des liens avec le secteur bancaire, notamment en travaillant pour Wells Fargo comme il le prétendait. Il connaît potentiellement l'hôpital de l'Université du Colorado à Denver. Il s'habillait probablement de façon professionnelle, de façon régulière. Il avait peut-être ou non une mère, une sœur ou une autre femme de sa famille qui vivait dans la région d'Aurora, dans le Colorado, si on se fie encore une fois à ses dires. Et enfin, peut-être, à un moment donné, il a peut-être tenté de devenir policier. Puis ça, c'est une hypothèse intéressante, je trouve. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que ce type de comportement, là, des crimes violents suivis un peu de mind games là, contre la police, pouvait provenir là, de quelqu'un qui serait frustré après un échec en tentant de devenir policier. C'est pas fou, ça, quand même. Sur la base des observations des voisins et des photos prises au distributeur de billets Wells Fargo que le tueur a visité, il y a un portrait robot qui a été réalisé. Vous pouvez trouver cette image facilement là, si vous cherchez Al Kite en ligne. C'est un caucasien, il n'a pas beaucoup de cheveux, il a des yeux espacés, ce qui semble être un long nez, mais sans plus. Bref, c'est difficile à identifier dans une foule, quelqu'un comme ça. C'est vraiment un portrait robot très générique. Oui, exact. Puis même la photo du guichet automatique, c'est ça que je te disais, il aurait pu quasiment pas la mettre tellement qu'on le voit pas. Dans le sens qu'il est tellement bien cagoulé que on peut rien reconnaître ou identifier d'un individu puis spécifier quelqu'un en voyant cette photo-là. Mais je comprends que c'est leur seule preuve, mais ces pauvres enquêteurs, pareil, sont pris avec ces peu de traces-là pour tenter de résoudre un si horrible crime. Oui, puis à ce compte-là, il aurait même pu payer quelqu'un d'autre pour aller retirer l'argent. C'est vrai, t'as raison. C'est hallucinant. Mais encore, connaissant les habitudes de Cooper à camoufler ses actions, tout porte à croire que tous ces éléments ne sont peut-être que des fausses pistes destinées à créer de la confusion. L'utilisation de la canne pourrait être une couverture pour le rendre un peu plus vulnérable aux yeux des autres, et non comme un prédateur, tout en lui fournissant une arme au besoin. Donc ça, il y a peut-être quelque chose à fouiller ici, là. Pendant que les enquêteurs s'efforcent de comprendre ce qui est arrivé à Al, sa famille et ses amis doivent faire face à son décès et vivre leur deuil. Plus tard en mai, sa dépouille a été confiée à ses proches et ramenée par avion dans l'est du pays, à Halifax, en Caroline du Nord, aux États-Unis et non au Canada. Les funérailles ont eu lieu le 2 juin 2004. Plus tard ce jour-là, Oki Al Kite a été enterré dans le cimetière de l'église où il repose encore aujourd'hui. Donc, ça fait un peu le tour de la chronologie des événements, Seb. Après, il y a différentes théories. Là. Peut-être, il y a quand même un potentiel que peut-être le numérique va permettre de résoudre cette histoire-là grâce à l'ADN, entre autres. Là. Justement, il y a eu des développements en 2019, tout de même assez récemment. L'histoire de Al a été présentée dans le cadre de l'émission de DNA of Murder sur le réseau Oxygène et l'affaire a été largement investiguée par Paul Holes, qui est l'enquêteur du Golden State Killers, fait, qui est très réputé. Et dans l'épisode, une goutte de sang provenant du potentiel tueur avait été analysée, la fameuse goutte de sang qu'ils ont retrouvée. Ce sang contenait un profil d'ADN complet. Il a été téléchargé dans le CODIS, là, vous savez, la base de données du FBI, entre autres, sans qu'aucune correspondance ne soit trouvée. Cependant, Paul Holes a également testé l'ascendance de l'ADN qui s'est avéré être principalement d'Europe du Sud-Est. C'est intéressant car l'une des locataires, on se rappelle, là, a dit avoir détecté un léger accent roumain chez Cooper. Puis cette locataire-là est professeure de langue, soit dit en passant, donc c'est quelqu'un qui a une certaine crédibilité. Donc, c'est intéressant comme filon, là. Il y aura peut-être éventuellement des développements autour du sujet. Tu sais, avec les banques de données d'ADN, même les banques de données ancestrales qui permettent de faire des matchs parfois, ben peut-être qu'un jour, ça pourrait permettre de résoudre ce crime-là. Ah oui, absolument. Comme c'est pas le Golden State Killer, justement, qui plusieurs années, des dizaines d'années plus tard, a été résolu, entre autres, à cause de ça. Ils ont fait un lien, je pense, de son cousin, ou je sais plus trop, puis
C'est qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un justement de sa famille qui va s'inscrire, puis ça va lever le drapeau. Là. On le souhaite tous. Yes. Il y avait une autre théorie que je voulais discuter avec toi, Émile. Oui. C'est que Cooper pourrait être un membre du Hezbollah turc, en fait. Oui. Ça, c'est assez particulier, là. Celle-ci aussi, elle vient de Paul Holes et de l'autre enquêteur, le Tom Sobieski, qui ont investigué l'affaire. Selon eux, le tueur a une certaine forme d'expérience militaire ou encore nautique de la part par rapport aux nœuds là, qui ont été faits sur la victime là, pour bien le ligoter. La forme de torture, elle, qui ressemble à la falaka, serait pratiquée en Turquie. Donc, pourrait-il être possible que le tueur soit un ex-membre du Hezbollah turc? Oui, qui est donc un peu les techniques enseignées par le Hezbollah corroborées avec justement la pratique du falaka. Donc, apparemment que justement, il y a des cellules du Hezbollah en Turquie. Donc, c'est une hypothèse qui avait soulevé Paul Holes puis Sobieski dans le cadre de leur enquête. Ben, pourquoi pas, en fait? Ça expliquerait, en fait, son expérience de la technique de torture ainsi que les nœuds là, qui ont été faits là, par l'expérience militaire, mais je trouve qu'on va loin, mais ils essaient de s'accrocher, j'ai l'impression, à ce qu'ils peuvent, là, mais il ne doit pas avoir de registre non plus des membres de l'Hezbollah turc, du moins un registre officiel. Non, c'est clair. Ça soulève quand même la piste intéressante du fait que c'est quelqu'un qui a un entraînement militaire ou paramilitaire. C'est clair. Et moi, je veux t'amener sur une autre théorie, Seb, qui est assez intéressante aussi, qui est peut-être un petit peu éloignée, mais tu me diras qu'est-ce que tu en penses, parce que il y a un autre meurtre qui a été commis avec le même modus operandi. Là, c'est le cas de James Duquette. Je vais te raconter ça brièvement. Tout comme Kite, James Duquette, il vivait seul dans sa maison à Shelbyville, au Kentucky, avec son chien de 7 mois. Le Kentucky, c'est pas tout près du Colorado. Là. Il y a quand même quelques États entre. Là. C'est relativement à la même hauteur sur une carte. Oui. Mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui passait dans le coin. Mais ceci dit, c'est pas infaisable là, en voiture ou autre. Bref, il habitait au Kentucky. Et dans cette maison-là, on parle d'une maison en briques de 3 chambres et d'environ 1400 mètres cubes, qui est située dans une zone très rurale de la ville, là, mais c'est une maison qui n'est pas isolée, donc elle n'est pas au bout d'un rang ou quoi que ce soit. Duquette, il menait une vie calme et paisible, il aimait les animaux et montait souvent à cheval, il faisait du bénévolat aussi dans une église près de chez lui. Il n'avait aucun comportement susceptible de l'exposer à un environnement criminel. Il était décrit comme un individu gentil, serviable, doté d'un grand sens de l'humour, aimant, quelqu'un qui aimait faire plaisir aux autres. Il était âgé de 43 ans au moment des faits. Il avait fait carrière dans l'armée. Et il avait notamment participé pendant plusieurs années à l'opération Tempête du désert. Okay. Suite à une blessure, il a quitté l'armée, puis il s'est installé en Allemagne où il a travaillé pendant plusieurs années comme enquêteur sur les scènes de crime. Et quelques années avant son meurtre, il a décidé de s'installer dans le Kentucky pour être près de sa famille. Il avait l'intention d'aider sa sœur à s'occuper de ses enfants et des autres besoins de la famille. Bref, il était le père aussi d'un fils adulte qui ne vivait pas avec lui. Sa sœur, Catherine, le considérait comme son meilleur ami. Elle a déclaré qu'ils se parlaient au téléphone plusieurs fois par jour. Elle a également déclaré que dans le mois précédant son meurtre, il avait exprimé le désir de vendre sa maison et de déménager. Ses sentiments étaient en partie liés à un cambriolage qui s'était produit chez lui à l'Halloween quelques semaines avant son meurtre. Il n'était pas chez lui lorsque sa maison a été cambriolée. Quoi qu'il en soit, sa sœur sentait que son frère était un peu à l'écart lors du dernier mois de sa vie, mais elle ne pouvait pas dire pourquoi. Catherine a dit qu'elle et Duquette ont passé plusieurs heures ensemble le jour où il a été probablement assassiné. Ils étaient allés faire des courses et elle a noté que rien ne semblait aller mal jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas le joindre plus tard dans la soirée. Elle a dit qu'il était inhabituel que Duquette ne réponde pas à ses messages. Elle a donc conduit jusqu'à sa maison, mais ne s'est pas arrêtée. C'était un samedi soir. Le lendemain matin, comme elle n'avait toujours pas de nouvelles, elle a commencé à paniquer. Elle a donc téléphoné à certains de ses amis de l'église pour voir s'ils l'avaient vu. Elle se rend à nouveau chez lui et lorsqu'elle arrive, elle constate que son nouveau camion n'est pas là. Prise d'un sentiment de malaise, elle a décidé d'utiliser une clé qu'il lui avait donnée pour entrer dans la maison. À l'intérieur, elle a découvert une scène épouvantable dans la salle de bain. Le cadavre de son frère sur une chaise qui avait été déplacée dans la salle.
Elle a d'abord pensé à un suicide, mais elle a ensuite remarqué que ses membres étaient attachés à la chaise. Elle a couru hors de la maison et appelé la police. L'enquête a révélé que Duquette avait été torturé et battu pendant des heures avant de mourir. Il était couvert de blessures. Une profonde coupure à la gorge avait causé sa mort, presque sa décapitation. Mon Dieu. Son chiot a été retrouvé enfermé dans une autre pièce, mais vivant par contre. Son camion flambant neuf avait disparu, ainsi que son portefeuille. Ça vous rappelle quelque chose, hein? C'est le même Et c'est pas terminé, mon cher Seb, écoute bien ça. Son camion a été retrouvé plus tard ce jour-là, garé dans un même pâté de maison autour de chez lui, avec les clés à l'intérieur. Le tueur avait utilisé le camion de Duquette pour se rendre à un distributeur de billets de banque afin de retirer l'argent du compte de Duquette. Le distributeur était équipé d'une caméra, mais l'image floue n'a pas pu fournir aucun indice réel sur l'identité. La photo montre un homme dont le visage semble en grande partie couvert par un masque de ski sur le siège du conducteur du camion de Duquette. Et il portait des gants. Et cela fait 12 ans et aucune arrestation n'a été faite, ni aucun motif révélé. Donc, le meurtre de Duquette a fourni peu d'indices et les enquêteurs n'ont pas révélé beaucoup de détails. Il est donc impossible de savoir si Duquette a pu avoir des relations qui auraient pu l'exposer à une attaque aussi violente, mais tu vois qu'on note quand même, dans les mêmes années, un meurtre très similaire avec un même genre de modus operandi. Là. On ne sait pas dans ce cas-ci si le tueur a demeuré plusieurs jours dans la maison ou autre, mais quand même, je trouve ça assez troublant comme hypothèse. Est-ce qu'il y aurait un prédateur en circulation qui aurait fait plusieurs victimes dans différents États américains? Puis même en fouillant, j'en ai trouvé d'autres. On ne voulait pas toutes les raconter ce soir, mais il y en a d'autres histoires de torture comme ça, gratuites, effectuées chez des hommes la plupart du temps, vivant seuls, sans histoire, sans lien avec des organisations criminelles. C'est vraiment troublant. Mon Dieu, j'espère que je ne deviendrai pas une victime. Mais oui, j'ai vraiment l'impression que c'est la même personne en lisant. Il y a beaucoup de similarités. Là. Je trouve que c'est beaucoup de hasard pour pas que ça soit la même personne. Puis, tu sais, je fais de l'enquête à 2 scènes, là, comme on fait de la psychologie à 2 scènes, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes là, qui font froid dans le dos, mais encore une fois, tu sais, il a été prudent, j'imagine. Ils n'ont pas dû... Je sais pas s'ils ont trouvé de l'ADN sur cette... on le sait-tu sur ces scènes? C'est ça, on n'a pas trop de détails, mais bref, c'est un drôle. Ça me bouleverse un peu. C'est bouleversant. Qu'il y a d'autres personnes qui ont subi ça. Ça doit être horrible, en fait. Je me mets dans la peau du calvaire que ces gens-là, sans histoire, puis la personne arrive chez vous, puis tu t'attendais pas à ça du tout. Là. Qu'est-ce que tu en penses de ce cas-là, Seb? Est-ce que tu as des théories qui n'ont pas été discutées? Qui n'ont pas été discutées. C'est quelqu'un de très malin. Moi, j'ai l'impression que l'ADN va nous aider dans quelques années. À un moment donné, un parent, une parenté va... Mais sinon, non. On dirait que... Au départ, avant que quand on fouillait, que je me rende compte que c'est sûrement que Robert Cooper, il magasinait ses victimes en louant les appartements, j'avais l'impression que Hal avait peut-être des secrets ou des choses qu'on ne savait pas sur lui. On le sait pas, là. Mais j'imagine qu'on fouillait son... Je m'imaginais toutes sortes de scénarios qui faisaient en sorte que peut-être c'était un pédophile ou je dis n'importe quoi, là, qui aurait fait du mal à quelqu'un, mais que personne ne savait. Mais là, avec le magasinage de victimes, comme je l'ai dit, avec les choix d'appartements, on dirait que j'ai évacué totalement cette théorie-là. Sinon, je suis un peu... je me demande c'est qui. La théorie du policier frustré, ou du moins de la personne qui n'a pas été pris, a fait partie de mes théories, ou quelqu'un qui a été mis en dehors de la police. Ouais. Il y a ça aussi, parce que je trouvais que ses connaissances étaient tellement avancées que j'avais quasiment l'impression qu'il avait déjà travaillé pour ou militaire ou peu importe. Fait que c'était, c'est vrai. C'est un peu vers là que j'allais, mais j'ai pas tant d'autres éléments. Toi, de ton côté? Hein? Bonne question. Moi, j'ai l'impression, effectivement, comme toi, que c'est un prédateur, là, quelqu'un qui cherche des victimes, puis qui a magasiné sa victime. Là. Il en a vu des dizaines, justement. Il a visité des appartements et il a tenté de voir... Quel endroit serait le meilleur lieu du crime? Quelle victime serait, la plus parfaite pour lui? Puis, il n'a pas choisi
Tu sais, il avait visité le logement d'une vieille dame aussi. Oui, puis Al-Qaïd était quand même grand et bâti, dans le sens qu'il n'a pas choisi la victime la plus facile à maîtriser, mais exact. Malgré tout, ça semblait pas faire partie de ses critères, ou ça semblait pas être son critère principal, on dirait. Donc, ce côté-là, c'est spécial aussi un peu. Donc, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui magasinait une victime parfaite. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des traumatismes, qui fait en sorte qu'il recherche un type d'homme particulier là, qui lui rappelle quelque chose. Une histoire militaire passée ou même, je sais pas, son père. Là, on fait de la psychologie à 2 piastres. Mais c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un prédateur qui est sans doute encore à l'air libre, puis qui a sans doute fait des victimes après ou même avant. Tu sais, c'est quelqu'un, ça semble tellement démontrer une expérience que j'ai de la difficulté à croire que c'est la première fois qu'il torturait quelqu'un, cette personne-là. Donc, c'est encore plus troublant, on dirait. Surtout si c'est pas fait prendre. Il n'y a comme rien qui t'empêche de continuer, dans le sens que sa conscience, s'il y en a une, n'a pas dû le bloquer. Là. Il n'a même pas été prêt d'être pris. Même, je me dis qu'il est peut-être mort aujourd'hui. Tu sais, 2004, aujourd'hui, il y a 15 ans de différence. C'est ça, il est peut-être tout simplement mort, puis on n'aura jamais de réponse non plus. Oui, il y a un peu plus que 15 ans de différence, 2004. Ah, oui, 2004, ça fait 2019, presque. On arrondit. C'est bon, c'est bon. Et vous, les distordus, qu'est-ce que vous en pensez? On veut le savoir. Puis dites-nous aussi, selon vous, c'est quoi le crime parfait? Vous pouvez nous rejoindre facilement via notre groupe de discussion sur Facebook, qui est un bon endroit pour vous faire des amis, discuter des mêmes sujets qu'on aime bien discuter à Distorsion. Vous pouvez nous trouver aussi sur Instagram, Distorsion Podcast, Twitter ou Distorsion Pod, YouTube aussi, Distorsion Podcast. On vous rappelle que Distorsion est une création de moi-même, Émile Gauthier et Sébastien Lévesque à mes côtés. Le montage est d'André Beaupré. La musique de cet épisode-ci est une gracieuseté de moi-même. Et on ne pourrait pas terminer sans remercier nos financiers, nos chers supporters Patreon. Je te laisse commencer, Seb. Beaucoup d'amour à Alice C, Raphaël Le F, Morgane F, Stéphanie L et la mystérieuse ou le mystérieux Sidonie. Shout-out à Catherine T, à Monsieur Cornichon, shout-out à toi, Sonia L, Vicky C et Sébastien G. Beaucoup d'amour encore à Maxime L, Marie-Josée L, Vicky S, Yann D et Camille BR. Aussi, on veut donner un gros câlin à Andrea BV, à Rosebad, à Karine W, Sébastien T ainsi que Mélanie F. Et je continue avec Lydia I, Marie-Hélène L, Josiane TB, Claudia B et Maxime D. Aussi, on ne pourrait pas faire ce show sans la participation de Justine L, Rack 69, Jessie DM, Shoshana ainsi que Marie M. Shout-out à vous. Beaucoup d'amour, on vous aime. Mon cher Émile, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Si vous souhaitez commettre le crime parfait, ne cherchez pas commettre le crime parfait sur Google. Oh non! Et venez nous rejoindre sur l'After Show.